Chers amis, chers passionnés de l'œuvre de Régent Ducharme, chers membres de toute l'équipe du TNM, merci d'être là, présents, présentes. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est au nom de toute cette belle équipe que je vous souhaite la bienvenue pour que nous puissions faire un salut à Régent Ducharme. Je suis très, très touchée de voir qu'il y a des membres de la famille de Régent Ducharme parmi nous. Je ne le savais pas et là, je le découvre. Alors, merci d'être là. Sa sœur Carmen, c'est ça? Sa cousine, de qui il était tombé follement amoureux très jeune, à l'adolescence, son cousin qui fait du théâtre, et sans doute d'autres que j'oublie, vous aussi. Merci infiniment d'être là, c'est encore beaucoup plus touchant. Je dois vous dire que, comme directrice de ce théâtre, nous avons eu à vivre énormément de deuil depuis plusieurs saisons, mais celui que nous avons eu à faire il y a à peine 1 an, donc celui de Claire Richard, et celui que nous devons faire maintenant, donc celui de Régent Ducharme, à si peu d'intervalle, nous fait croire qu'ils étaient frères, sœurs siamois ou qu'ils étaient amants, amantes, hantés pour la vie et pour la mort. Donc, ça nous touche beaucoup que vous soyez là. Merci aux artistes d'avoir accepté de vous offrir ce salut. C'est sans prétention, ce n'est surtout pas un spectacle. Nous désirons porter les mots de Régent Ducharme de manière à être gardiens de mémoire, également montrer à quel point nous étions admiratifs de l'œuvre de Régent, à quel point on aimait Claire, et c'est pour cette raison que nous sommes tous réunis. Il y a des gens que je dois remercier qui ont été sur le comité, qui nous a permis d'organiser cet hommage, ce salut. Alors, je tiens à dire merci à Rolf Pulse, à Monique Jean, à Louis Moffett, une partie de l'équipe du TNM, en com Annie Gascon. Merci à Olivier Chassé, merci à Béatrice Gingras, merci à Xavier Côté, merci aux techniciens du TNM et aussi merci à Martin Fauché, qui sera celui qui va vous accompagner aujourd'hui pour tout le déroulement de ce salut. Que les mots de Régent Ducharme s'envolent autant qu'ils se sont imprimés dans les briques de notre scène et sur les planches de notre théâtre. Nous sommes vraiment sa maison parce que c'est ici que nous avons entendu et que le public a tellement aimé les pièces de Régent Ducharme. Bon salut à Régent Ducharme. Bon après-midi. Des fois, je l'appelle Régent, des fois, je l'appelle Ducharme, ça dépend. Je ne sais trop dire ni comment ni pourquoi. Jamais je ne dis Monsieur Ducharme. Souvent, je dis avec amour, avec respect, avec admiration, avec simplicité, Régent Ducharme. Jamais je ne l'ai rencontré, mais je le connais si bien. Du moins, j'aime à le croire, car qui peut prétendre bien connaître son voisin dont le store est toujours fermé? Régent était mon voisin de balcon, de palier, de la porte d'à côté, de la cour d'en arrière. Ducharme était notre voisin à tous. Le voisin qui écoutait avec sa blonde Claire, si belle et si coquette, des films de Jerry Lewis, de Godard, de Buñuel et des quiz au Canal 10. Le voisin qui lisait du Lautréamont, du Rimbaud, du Néligan et le Éco-Vedette. Le voisin qui écoutait du Annie Cordy, du François Hardy, du Beethoven, du Mantovani et du Nanette. Le voisin qui partait faire des longues marches dans un costume d'automne et qui revenait les poches pleines de cochonneries et de trésors pour en faire des tableaux, des trophées. Il inventait des mots comme il inventait la vie. Le voisin qui ne parlait pas, mais qui écrivait. On ne sait pas trop quand, la nuit, le jour, l'hiver, l'été. Il écrivait des histoires d'enfance, de désespérance et d'émerveillement, des figures de style inoubliables, des jeux de mots cons comme la lune, des paroles de chansons à vous déchirer le cœur, des répliques de films qui valent 15 Oscars, des romans au nom de bijoux qui vous accompagnent toute votre vie durant. L'Océan Tume, Le Néquivoque, La Vallée des Avalées, La fille de Christophe Colomb, L'Hiver de force, Les Enfants fantômes, D'évader, va savoir, gros mots. Notre voisin Régent est déménagé, sa maison est vide, notre cœur est plein. Cet après-midi, il fait beau. C'est fou comme Régent Ducharme, avec ses mots, a semé l'amour tout autour de lui.
pour lui dire au revoir, pour nous consoler de son départ, pour lui rendre une infime partie de tout cet amour de la vie qu'il nous a donné, des amis, des proches, des fans finis, des artisans de son œuvre se sont réunis pour lui dire merci. Alors, on commence. Donc, il a fait des chansons. Malheureusement, Robert Charlebois ne peut pas être avec nous. On va écouter une chanson merveilleuse, Tendresse et amitié. Quand tu viens m'ouvrir au milieu de la nuit, dans ta chemise de nuit à moitié finie, t'es bien fatigué, mais tu me souris. T'as les yeux pochés, moi je te trouve jolie. Tu es la fille la plus gentille que je connais. J'ai trop bu ce soir, je vois tout en noir. Prends-moi par la main, on va aller s'asseoir. Me servirais-tu un bon café noir? Ça me fait tellement de bien de venir te voir. Tu es la fille la plus gentille que je connais. Si tu voulais, je resterais. Ça va faire 10 ans que je te connais. La plupart du temps, on se dit des secrets. Quand on se fait de la peine, c'est encore plus le fun. On se téléphone, puis on se pardonne. Tu es la fille la plus gentille que je connais. Si tu voulais, on partirait. On irait faire un tour d'auto, tout le tour de la terre. J'ai la radio, tu ferais jouer ce qui te plaît. Tu fumerais des Cravenets. Tu remplirais le cendrier. Puis tu serais trop fatigué, tu dormirais sur mon épaule. Et c'est mon épaule qui serait la mieux. C'est tellement beau. Pour nous lire des pages emblématiques du premier roman de Ducharme, La vallée des avalés, publié en France, Sophie Cadieux. Tout m'avale. Quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis avalée, c'est dans mon ventre que j'étouffe. Quand j'ai les yeux ouverts, c'est parce que je vois que je suis avalée. C'est dans le ventre de ce que je vois que je suffoque. Je suis avalée par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. Que j'ai les yeux ouverts ou fermés, je suis englobée. Il n'y a plus assez d'air tout à coup et mon cœur se serre, la peur me saisit. Quand j'ai faim, je mange des pissenlits par la racine et ça passe. Quand j'ai soif, je plonge mon visage dans l'un des seaux et j'aspire. Mes cheveux déboulent dans l'eau. L'hiver, quand j'ai froid, je mets mon gros chandail bleu. L'été, quand j'ai chaud, j'enlève ma robe. L'azur s'écroule, les continents s'abîment.
Je reste dans le vide, seule. Je suis seule. Je n'ai qu'à me fermer les yeux pour m'en apercevoir. Quand on veut savoir où on se ferme les yeux. On est là où on est quand on a les yeux fermés. On est dans le noir et dans le vide. Là où je suis, quand j'ai les yeux fermés, il n'y a personne, il n'y a jamais que moi. Il ne faut pas s'occuper des autres, ils sont ailleurs. Quand je parle ou que je joue avec les autres, je sens bien qu'ils sont à l'extérieur, qu'ils ne peuvent pas entrer où je suis et que je ne peux pas entrer où ils sont. Je sais bien qu'aussitôt que leurs voix ne m'empêcheront plus d'entendre mon silence, la solitude et la peur me reprendront. Il ne faut pas s'occuper de ce qui arrive à la surface de la terre et à la surface de l'eau. Ça ne change rien à ce qui se passe dans le noir et dans le vide, là où on est. Il ne se passe rien dans le noir et dans le vide. Les autres, c'est loin. Les autres, ça se sauve, comme les papillons. Un papillon, c'est loin. Loin comme le firmament, même quand on le tient dans sa main, il ne faut pas s'occuper des papillons. On souffre pour rien. Il n'y a que moi ici. Nous ne serons pas vieux, mais déjà là de vivre. La vie ne se passe pas sur la terre, mais dans ma tête. La vie est dans ma tête et ma tête est dans la vie. Je suis englobante et englobée. Je suis la vallée des avalés. J'invite maintenant Pascal Galipeau. Bonjour. J'ai apporté le manteau d'Oslo de Claire Richard. Claire aimait le beau linge, les trouvailles dans les friperies. Ce manteau d'Oslo venait de sa nièce de Québec, par contre. J'en ai hérité et l'ai apporté pour qu'il y ait un peu d'elle avec nous aujourd'hui. En fait, je ne sais pas si ce que je m'apprête à faire est très moral. Moral dans le sens respectueux, ne pas aller à l'encontre, contredire ce qu'aurait désiré Régent avec son grand souci de discrétion. Mais là où il est à l'abri. Tout ce que nous ferons ne l'atteindra plus, ne lui fera pas de mal. Et donc, je crois que je peux raconter les beaux moments que j'ai vécus. J'ai vécu avec Régent quelques beaux moments d'enfant, des histoires de vie où Régent jouait un rôle quasi magique pour celle que j'étais alors. C'est ce dont je veux parler. Un lien entre la réalité et la fiction. Donc, quelques moments forts. Un été, ce fut la soirée formidable. J'avais quoi? 14-15 ans. Et Régent m'avait amené à la Ronde. Est-ce que c'était en 67? Peut-être. La Ronde était populaire en ce temps-là. Régent était un ami de ma famille, ami de Gérald et de Pauline, et comme enfant, je le connaissais bien. Qui avait proposé la sortie, je ne sais plus. Mais ce soir-là fut la totale. Avec la course au manège, on les a tous faits, sans peur et sans reproche. Je me souviens de l'étourdissement, les crèmes glacées sans compter, les barbes à papa, les feux d'artifice, le grand éblouissement, l'immense contentement de s'éclater avec un ami. Depuis ce jour jaillit les manèges, le bruit, la foule, le vertige. Je n'ai aucune envie de me retrouver dans une foire pareille. Il y a juste cette soirée-là qui brille toujours, parfaite. Plus tard, j'ai travaillé un été dans une colonie de quartier. J'ai connu beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. J'en ai parlé à Régent, combien ils étaient merveilleux. Et un début de soirée, il est venu les rencontrer. Et nous sommes tous partis en petite troupe d'une douzaine, caracolant vers le bas de la ville pour se trouver une crèmerie. Il a payé la traite de crème glacée à tout ce beau monde. Grand bonheur. Et puis une autre fois, nous étions, mon frère et moi, Nico s'en souvient,
jeunes ados et fort déçus d'être pognés en ville. Il y avait la campagne chez nous à Nortatley, mais comment s'y rendre? Régent s'est offert. Et tous très heureux, on a fait le voyage jusque là-bas dans son grand bazou. Était-ce l'été? Oui, non, je ne sais plus. Non, non plus. On a soupé. Et nous étions déjà couchés quand j'ai vu les phares de la voiture s'éloigner dans la nuit. J'ai eu le cœur serré devant le départ, inexpliqué. Mais les mots n'auraient rien changé à l'affaire. La mission était accomplie. Régent repartait, sans crier gare. Dorénavant, les mots inespérés et inattendus au Québec, on ne peut plus les entendre de la même façon parce que cette pièce-là de Régent Ducharme est merveilleuse. Paul Savoie a donc joué le rôle de Ina à la Nouvelle Compagnie théâtrale dans les années 70. Évelyne Rompré a joué sous la direction de Jean-Pierre Onfart Inès au Théâtre du Trident à Québec. Et maintenant, on va entendre un court montage des 3 actes de Inespéré, inattendu. Paul, Évelyne, on va se placer. Inespéré, inattendu. Premier rack. La nuit. Mais aussitôt le soleil se lève. Inespérés et inattendus sont réfugiés dans la chapelle ardente désaffectée d'une clinique vétérinaire. Des tentures noires jusqu'à terre, 2 petits cercueils. Le papillon d'inattendu est accroché au fond, bien en évidence. Inespéré dort par terre, enroulé avec son violon violet dans une tenture noire. Inattendu est agenouillé près d'elle. Il la secoue. « Allons, Inès, ramasse-toi. Songe que si tu ne te prives pas d'1 heure de repos, ça sera peut-être 7 heures qui nous manquera pour trouver ceux qui ont été créés pour nous accueillir. » What? Qui ça? Moi? Ah, pas encore moi. On pense que c'est fini, qu'on a traversé. Ouf. Puis vrouche que brouche, on se fait bousculer pour tout recommencer. Viens, tu te défouleras en chemin. La fête dure peut-être 5 minutes et c'est peut-être les 5 minutes qu'on est en train de gaspiller. Inespéré se lève et cependant au cou d'Inat. Tu parlais de 50aine d'années avant. Ça raccourcit, ça baisse. On n'a plus la fête qu'on avait. Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'en ai manqué un bout. Inattendu va décrocher son papillon. Je me suis retourné pour voir comment t'allais. Tu suivais plus. J'ai dû reculer d'un demi-mille avant de te retrouver. Tu dormais debout dans les bras d'un bouleau, le menton dans le creux de sa plus basse épaule. Oh dear, oh my. You déformez assez la vérité. You me faites mourir. Tu rêvais à voix haute avec les chauves-souris. T'étais si occupé. Tu t'es recroquevillé dans mes bras comme un fœtus dans le sein maternel. Je suis si fatiguée. J'ai faim et soif. Mon estomac est dans mes talons. Il est aussi vide que les hémisphères de Magdebourg. Oh dear, oh my. Écoute, je voulais pas te le dire tout de suite pour te faire une surprise. Écoute, ça va y être. On est au bord, on est à côté, on arrive. J'ai vu dans le noir une montagne tourner comme un carrousel, où c'étaient les lumières rouges et blanches qui roulaient autour d'elle comme les joyaux d'une couronne. Et ça rougeoyait, blanchoyait, ça bouillonnait encore plus fort dans la ville à ses pieds. C'était tous les éclats, tous les miroitements, ils étaient tous en rivière, en mouvement. C'était des torrents de délire qui se creusaient des lits pour mieux rejaillir. Rouge et blanche, pauvre enfant. Rouge comme mes lumières d'en arrière, blanche comme mes lumières d'en avant. Si c'est pour un autre bal d'auto et de camion, je suis mieux de pratiquer mon violon. La dernière fois qu'ils m'ont entendu, ils ont voulu me sauter dessus. Je les ai tellement rasés, ils ont failli m'écraser. Je ne serais pas surpris si c'est derrière une de ces portes que ceux qui nous attendent nous attendent. 2e Mac. Dans la cellule de sœur Saint-New York des Rondeaux, inespérés et inattendus, sortent d'une trappe. Ils sont essoufflés comme s'ils avaient couru 5000. Ils s'étendent sur le dos pour reprendre leur souffle. Elle n'a plus son violon, il n'a plus son papillon. Que je me sens bien. Quand je ferme les yeux, je vois des cris d'oiseaux se dessiner en couleur sur ce côté-ci de mes paupières. Pauvre enfant, je comprends. Après toutes les pilules qui t'ont fait prendre. Liberté, liberté chérie,
Moi, penser assez vite pour voir en même temps tout ce que tu me redonnes. Me revoici, tout d'un coup repeuplé. Les fossés, les ponts, les forêts, les villes se sont remis à me loger. Liberté, mon amour, mon chou, debout. Il essaie de se lever, ne réussit pas. Debout, que je t'embrasse encore, que je finisse de reprendre possession de toi. Pauvre enfant, pauvre toi. Inattendu, enlaçant Inès, je suis si rassasié d'avoir couru après toutes ces semaines de carême, si ivre que le plancher, que le parquet, que le tapis, toi incluse, toi comprise, a le visage de l'emportement. Si l'emportement était une fenêtre, tout aurait 9 carreaux, comme 9 pages à relire, toi incluse, toi comprise. Allonge ton cou, liberté, tends ton visage, que je bénisse ton front plat comme une route, tes paupières poilues comme des porcs-épics, ta bouche de soupirail. Je suis heureuse que tu sois content. J'avais mon quota de ton air bête, de ta tête de mule de l'écaillé. Je t'ai délivré, je t'ai scié des barreaux de fer. Un peu plus tard, au deuxième Mac, inattendu dit « La terre n'est pas plus sortie de leurs mains que des nôtres. Ils sont tombés dessus par hasard, sans même avoir eu le temps de le vouloir, en le voulant si peu que s'ils avaient voulu tomber à côté, ils n'auraient pas pu. Même aux commandes de leur Spoutnik, ils ne nous impressionnent pas. Même photographiés, même filmés en maniant les manettes de leur cerveau électronique, s'ils sont rois de la terre, Inès, leur sœur, et moi, leur frère, nous sommes des genres d'impératrices et d'impérateurs. Mais, à la toute fin de la pièce, à la fin du troisième Mac, inespéré et inattendu, sont sous, complètement sous. Inespéré, vidant une assiette qu'on leur a servie remplie de cailloux. Des cailloux? Tout ce chemin pour des cailloux? Les mêmes peut-être que ceux où nous avons dormi quand nous sommes tombés sur ce littoral. Inat, Inat, relève-toi. Vite, tout de suite. Pauvre enfant. Tiens, prends un autre coup et fais un dernier effort. Essaie, même en rampant, de sortir de cette maison, de cet état sinistre et ridicule où nous nous sommes mis. Nous ne savons plus ce que nous faisons. Et si nous nous enfermons ici, nous rêverons si mal que rien ne sera plus possible. Ah, et puis... Inespérée, se laisse tomber sur inattendue qui ne bouge plus. Elle ne bouge plus elle-même. C'est tout. J'invite maintenant Larry Tremblay. Je vais vous lire la très belle lettre que Leclésio a écrite pour son cher voisin Régent Ducharme. Cher Régent Ducharme, cher voisin, je n'oublie pas l'année où vous êtes apparu dans notre ciel, 3 romans d'un coup, La vallée des avalées, L'Océantume et Le nez qui vogue. Un souffle d'air dans le pays étriqué de la littérature française. Un ton, une voix, moqueur, ironique, mais des mots tendres, doux ou violents, mais des mots qui volent, qui se répondent, pour faire rire, pour étonner, comme ces trucs du prestidigitateur avec qui vous avez voyagé jusqu'au Mexique. Des mots pour émouvoir, les collages, les bribes captées, les rengaines, les mots mâchés par les jeunes dans la rue ou les vieux au bord des chemins, les personnages de romans sans aucun lien avec aucune histoire littéraire connue, sortis des rues enneigées, des carcasses de voitures, des terrains vagues, des bars de camionneurs, des parloirs funéraires, personnages ingénieux et hâbleurs, innocents et rusés, et parmi tous, Mille, le coureur de monde. Bien sûr, pas le monde entier, même si sur les cartes et les cartes postales, vous pouvez l'imaginer. Le monde du charme, Outremont, la rue Notre-Dame-Ouest,
l'île Perrault Sud. Mais votre monde, là, ce n'est pas simple. Il est rempli de choses, de gens, de bêtes qui sont de partout. Ils viennent de la route vers Tehuantepec, de la plage de la Ventosa, de la Californie et surtout du nord, des régions gelées les plus hautes de la Terre, la baie d'Hudson, Frobisher, Chicoutimi, là où les hommes et les arbres sont de la même peau, où les loups ont les mêmes yeux obliques que les femmes. Le domaine réservé de Régent du Charme, celui que vous avez connu adolescent et dont vous n'êtes jamais tout à fait revenu. Le monde d'Ivudjivik, Châteauguay, la jeune fille dont Mille est amoureux, car il vous faut compter avec l'amour indéfectible de Claire Richard, qui vous a précédé dans la mort. Le monde de Louis Riel, l'éternel rebelle, tout ce que vous avez écrit, ce que vous avez rêvé, vos idées, vos soucis, ce qui déborde de votre cœur, que vous nous donnez et reprenez au même moment, au nom de ceux qui ne parlent pas, qui ne trahissent pas, de tout cela, rien ne m'indiffère. Je n'y vois aucun compromis. Vous inventez la langue de Ducharme, les mots des fermiers de Joliette, les mots des chanteurs de Sept-Caulé et les chansons que vous écrivez pour Charlebois, Limoilou, je suis tanné, Blanc les loups, je veux de l'amour, pas du fun. Tous ces gens qui naissent de votre plume, dans les romans, dans le film Les bons débarras, dans AA, le poème en alexandrin La fille de Christophe Colomb, l'image terrible de la truie éventrée qui commence Les Enfantômes. Je me souviens du temps où nous nous écrivions. Un jour, je vous ai dit que les métis au Mexique, lorsqu'ils s'adressent aux Indiens, leur disent « primo », cousin, pour dire qu'ils sont de la famille. Les Indiens leur répondent « vecino », voisin. Ça vous a plu. De là, vous commenciez vos lettres par « cher voisin ». Vous avez raison. On ne doit pas être trop près de vous. On ne peut pas vous ressembler, même si on le voudrait bien. Il y a une distance qu'on ne doit pas franchir, la distance que vous avez mise entre vous et les livres, votre porte fermée aux curieux, aux intrus. Vous avez écrit « Je suis un ciel, pas un ciel de lit. Je suis un homme, pas un homme de lettres. » Cher voisin Régent du Charme, vous allez beaucoup nous manquer. JMG Le Clésio, août 2017. Elle a joué Sophie dans AA, elle a joué Laïnou dans l'hiver de force. Anne-Marie Cadieux va maintenant dire quelques mots de gros mots. N'avoir jamais rien chiffu, ça ne me chiffe rien. Chiffer, c'est leur manie. Chacun sa manie. Moi, ma manie, c'est de tenir le coup, les coups, question d'honneur. On ne se laisse pas chasser à coups de chiffre. Ce qui me chiffe, c'est de ne pas trouver comment saisir l'objet dont il s'agit, trouver les mots qui lui mettent une poignée. Ce qu'on est, ce qu'on a dans le sac, ça n'a aucune importance, aucun sens. C'est la poignée par où on les prend qui les leur donne. Ce sont les mots, les bons, pas les autres. Ils ont déjà servi, ils sont usés. Ils vous lâchent au premier choc. J'ai encore gratté, griffé, raclé la nuit jusqu'au fond. Il n'en est rien sorti. Pas un mot qui est ma voix, sa voix. Pas un mot pour nous nommer ni l'un ni l'autre. Ils étaient tous occupés. J'ai tout détruit et me suis endormie dans mes débris. Mais ce matin, la page était blanche. Frédéric Dubois a beaucoup monté Régent du Charme, AA, des adaptations théâtrales d'Évadé, dont il va lire un extrait avec Véronique Côté, ainsi que le Cid Magané et les Bons Débarras. Donc, Véronique Côté, Frédéric Dubois. Bonjour. D'Évadé, une adaptation de Marianne Marceau. Bottom, qui a un air d'évadé, est amoureux de Juba, qui est amoureuse de Bruno,
qui est amoureux de Kitty Wynne, une actrice de film avec Al Pacino. Quand ils ne sont pas en train d'errer quelque part à Montréal, Bottom travaille pour une dame dans l'ouest de l'île de Montréal qui vit, elle, dans sa chaise roulante. C'est l'hiver. Le téléphone sonne. Chouchou! Ce matin, j'ai eu de la peine qu'on se chicane tout le temps ces derniers temps. Alors, je te pardonne pour la main courante. La main courante? Tu commences à en perdre des bouts, on dirait. Oublie ça. Bruno va s'en occuper demain. Devine quoi? Pour te faire plaisir, j'ai mis mes vieux collants aujourd'hui. Les roses saumonées. Les ceux avec un trou dedans à gauche en montant au ciel en pêchant. T'as des droits sur cet accroc. C'est ton espèce de puits. C'est ton chameau qui lèche là. C'est ta place marquée à l'encre qui sèche pas. Tu veux dire indélébile, qui sèche, mais qui s'efface pas. C'est quoi qui est le mieux? Ben, quand ça sèche, mais que ça se remouille au moindre contact. Ah, l'encre sympathique. Bien plus sympathique que ça. Mais tu sais quoi? Avec l'hiver qu'on a là, il se tisse une toile de givre juste à cet endroit. Ah, suffit de le dire, je vais te couvrir. Je t'assure que ça va fondre. J'ai fait mettre un manteau de côté. Ben, tout pareil. Bien plus intéressé à s'habiller qu'à se déshabiller. Mais il faut que je crache 50 autres piastres pour le décrocher. C'est pas Bruno, le pourvoyeur? Il a déjà bu ses profits. Nourri, baisé, bercé. Il se limite au bon côté, le salaud. Il n'y a pas de justice. Décontracte-toi, je m'en occupe de ton manteau. Quand? Aussitôt que je touche ma paye. Tu touches ta paye quand? Après-demain. Tu peux pas demander à la mutilée de te la donner demain et venir me la porter? Ah, il n'y a rien que je peux pas faire pour te plaire. Je découperai le trou quand je jetterai les bas et je te le donnerai. Et c'est une promesse que je jure que je tiendrai. Elle raccroche. Tu m'embrasses pas puis rien? Allez, au téléphone, ça engage à rien. Le lendemain, Jouba est assise chez elle dans le haut de l'escalier. Celui-ci est situé dans la cage d'un bloc à appartement d'allure triste. Bottom entre, une enveloppe dans les mains. Il ne voit pas Jouba et cherche un endroit pour déposer l'enveloppe sans avoir à la croiser. Je t'ai attendu toute la journée. Elle peut bien attendre qu'on se regarde pour voir si on se reconnaît. La patronne m'attend à 5 heures devant le Books and Things. Il est quelle heure? 5h15. Ah, chiche, faut que je me sauve. Jouba descend pour dire bonjour à Bottom à même la bouche, puis elle remonte l'escalier en se trémoussant et en riant. Bottom profite du spectacle qu'elle lui donne et embarque dans le jeu. Allez, je t'ai assez retardée. Cours, cours, et prends de l'avance avec sa petite voiture. Tu pourras plus le rattraper. Oh, 5 minutes! Donne-moi 5 minutes où je me tue, je m'empoisonne, je me tape une indigestion de savate aiguë. Laisse-moi voir tes cuisses encore un peu. M'en fous, moi. J'ai pas de boss, moi. Ah, il est trop tard. Qu'elle s'organise, ma roulante. J'ai plus besoin de regarder l'heure. Il y en a juste une au paradis. L'heure après la dernière heure. L'heure qui est quand l'heure est passée. Oh, ma princesse, la chaleur de tes chairs d'animaux m'est sautée au cerveau. T'aurais pas dû accepter de tondre son gazon à la mutilée. Tu te serais pas retrouvé dans cet état. Moi, c'est parce que j'ai sauvé son chat que je suis tombé dans ses bonnes grâces. Il était disparu depuis 2 jours quand je l'ai repéré à la cime d'un frêne. Je suis monté avec ma tronçonneuse, j'ai scié à la branche où il se cramponnait comme un taré. Ça l'a impressionné. Toi, est-ce que je t'aurais impressionné? Hey, tu pourrais m'engager comme homme à tout te faire. Plus je te touche, plus tu sens bon. Tes cheveux, les feuilles, ta peau, l'orange, ta bouche, la pulpe. Pourquoi tu restes avec elle? Qu'est-ce que tu lui trouves? La partie de son anatomie que je préfère, c'est son Oldsmobile. Son os mobile? Ben, trouve-moi quand même Books and Things dans l'annuaire pour voir ce que ça va me faire. Elle t'a domestiqué, comme son chat. Mais toi, t'oses même pas risquer la liberté en grimpant aux arbres. Mais c'est toi, mon soul. Quand j'aurai touché ta cime, il n'y a pas un imbécile qui va me ramener sur terre. Jouba appelle aux Books and Things. Bonsoir, monsieur. Je vous dérange pas, j'espère. J'appelle au nom du chauffeur de Madame Dunoyer. Oui! Oh, c'est charmant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah. Il dit qu'on a laissé pour le chauffeur un petit message ultra chic. Madame Dunoyer a pris d'autres dispositions. Elle doit être enragée. Génial. Ah! Arrête de penser à elle et occupe-toi un peu de moi.
Serre-moi! Fort! Plus fort encore! Hey, me casse pas, je suis tout ce que j'ai. Tchou, je suis frustrée. Non, comme si j'étais pas là pour ça. Je m'excuse, mais j'en ai plein le dos de Bruno. Hey, je m'excuse, moi aussi, mais tu me l'as déjà dit. Il y a des jours où je suis complètement dégoûtée de moi. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il avait promis de me sortir hier, en grand. Il m'amenait faire les frais chez son père, puis les fous au plexi. Je menais enfin la vie de couple dont rêvent toutes les connasses. Puis Bado s'est pointé pendant que je me faisais une beauté. Parce que je sais recevoir, j'ai tiré une bouteille de ma provision. Puis quand je suis sortie de la salle de bain, ils avaient tout bu, puis le diable les avait emportés. Ils m'ont planté là pour aller se faire hurrah sans moi, tu te rends compte? Culotté. Puis comme si c'était pas assez, quand ils sont rentrés, ils se sont farcis une charrue sur la table de la cuisine. J'ai tout entendu. J'ai pensé qu'ils allaient vomir dessus. Je comprends pas. Ça te tentait pas de sauter dans le tas? Même pas pour dégueuler sur ces gros dégueulasses. Qui se servent? Je suis pas jalouse. J'ai même pas pitié pour la charrue. C'est tout ce qu'elle mérite. Et moi, qui évite de faire du bruit quand je fais la vaisselle pour ne pas déranger monsieur le cochon qui sommeille. Il faut que je pousse en bas du lit pour qu'il mange avant que ça refroidisse. Mais je te jure, il va en entendre parler de celle-là. Hey, wow, là, lâche-moi avec Bruno. Tu voulais un costaud sans ventouse ni crampons. Madame est servie. Ferme ta gueule, puis régale-toi, souffre. Et puis, il a ses deux genoux, lui, hein? J'ai pas besoin de le rouler ni rien, hein? Puis, il joue pas trop à la police avec moi, hein? Pas besoin de me sauver, ni rien. Bon, je vais aller faire le tronc ailleurs, je pense. Pourquoi tu t'en vas toujours? Pourquoi tu restes pas ici? Qu'est-ce qu'on ferait à part de pas faire l'amour? Pas faire l'amour une heure ou deux, une fois de temps en temps, comme on fait là, je dis pas. Mais pas faire l'amour toute la journée, jour après jour, je tiendrai pas encore 2 jours. À quoi ça sert que je t'aime autrement que les autres si je peux pas te l'exprimer autrement que les autres? Mais pourquoi pas plus souvent que les autres? Plus salopement qu'aux autres, tous autant qu'ils sont? Moi qui pensais que je serais tout seul, tout sale avec toi. Fais affaire avec une putain si c'est de sexe que t'as besoin. Mais si jamais t'as autant de fric à investir dans si peu, tu m'en parleras la première. On verra ce qu'on peut faire. Ben pour le fric, ça va attendre un peu. Je te rappelle que je m'assèche pour te procurer un manteau cette semaine. Tu pourras caresser son cuir si t'es gentil. Tu vas voir comme il est bien traité. En attendant, je me suis assurée que Bruno n'assèche pas la vodka. Tu vas quand même pas m'abandonner maintenant pour aller te faire griffer par ta harpie. Ah, gracieuse conseillère. J'invite maintenant Rolf Pulse, ami de longue date de Claire et Régent. Je ne veux pas que ma face soit connue. Je ne veux pas qu'on fasse le lien entre moi et mon roman. Je ne veux pas être pris par un écrivain, disait-il, dans la seule interview qu'il ait donnée après la parution de La Vallée des Avalées en 1966. Gérald Godin, auparavant, lui avait demandé « Comment en êtes-vous venu à écrire ?»« J'aime taper à la machine. » Tout jeune, raconte Carmen, sa sœur, qui est avec nous, il lui avait dit « Toi, parle-leur. Moi, je vais leur écrire. » Quelque temps avant sa mort, à Monique Jean, devenue sa confidente et qui l'interrogeait sur ce qui avait motivé son travail, il a confié « J'ai juste voulu attendrir les gens que j'aurais voulu connaître. » Il déplorait, à la manière de Sioran, l'inconvénient d'être né. En grandissant, écrit-il dans l'Océantume, un enfant s'use. Ils habitaient, Claire Richard et lui, dans les Laurentides, une maison sur un terrain qui descend vers une rivière. Un jour, en regardant par la fenêtre de la cuisine, Claire voit Régent dans la rivière plonger, remonter, plonger à nouveau, remonter encore. Elle se précipite, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? J'ai échappé la tondeuse. C'est la seule chose que mon père m'a laissée. Claire, la dernière fois que nous avons dîné ensemble et que je la reconduisais chez elle, me dit
ma mère m'a donné 2 choses, sa tristesse et son moulin à coudre. Ils sont morts tous les deux dans l'escalier de leur maison. Claire en voulant le gravir, Régent, 1 an plus tard, en le descendant, porté par 2 ambulanciers. 1 heure avant de perdre conscience, il a laissé tomber, trop fatigué pour être malade, trop malade pour mourir. À l'occasion de l'hommage qui lui a été rendu en 2011, il a écrit ceci qu'il a demandé à Claire de lire à la bibliothèque Gabriel Roy de Québec. Mesdames, Messieurs, vous savez, après avoir vécu de rêves, ceux des autres surtout, comme on vit d'amour, comme on vit dans une bibliothèque où on ne rend pas tout ce qu'on prend malgré ce qu'on dit, j'ai bien peur de devoir tout court, plutôt que de mériter toute cette attention si généreuse. Mais qui suis-je, quel ingrat, pour ne pas me fier au jugement de ceux, celles qui me l'accordent? Et tant mieux après tout, si au lieu d'un bilan sur moi, on a un faible pour moi. C'est la justice que je préfère. Et il termine par un simple merci. Pendant 1 an et demi, vers 1987, Suzanne Lemoine, Benoît Vermelaine et moi, on s'est enfermés, on a tout lu, tout écouté du Ducharme, et on a fait un spectacle collage de l'univers du Charmien, À quelle heure on meurt, qui est le titre d'un trophée. On a présenté tout d'abord ce spectacle-là dans la petite salle de l'Espace Go avec un immense bonheur. J'aimerais souligner le travail de Daniel Lévesque, qui a fait un décor merveilleux, un écrin blanc merveilleux. Par la suite, elle a magnifié les mots du charme, ici au TNM, AA, c'était fantastique, inespéré, hiver de force. Les mots du charme sont tellement forts qu'ils deviennent en 3 dimensions, et les concrétiser pour un public, c'est quelque chose de vraiment excitant. Avec À quelle heure on meurt, j'ai pu voir à quel point les mots du charme entrent littéralement dans le cœur des gens, comme un char à 100 000 à l'heure. Suzanne Lemoine ne peut être ici cet après-midi, mais elle pense très fort à nous. Elle m'a envoyé ces mots. À jamais dans mon cœur, les mots poèmes et les compagnons de voyage de cet océantume d'humanité abrasive, où l'innocence et la lucidité se marient dans une explosion de farandole langagière, d'une férocité virtuose si métamorphosante. Merci du charme, que ton génie puisse survivre et continuer d'assainir les absurdités de ce monde bien fou. Martin, salue bien les Ducharmiens pour moi. Suzanne. Donc maintenant, un extrait de À quelle heure on meurt, avec mon 1000 d'amour, Benoît. Mille est dans une petite chambre à louer meublée. J'ai 16 ans et je suis un enfant de 8 ans. C'est difficile à comprendre. Ce n'est pas facile à comprendre. Personne ne le comprend excepté moi. N'être pas compris ne me dérange pas. Cela ne me fait rien. Je m'en fiche. Moi, je reste le même. Je ne veux pas continuer car je ne veux pas finir fini. Je reste comme je suis. Je les laisse tous vieillir loin devant moi. Je reste derrière, avec moi l'enfant, loin derrière, seul, intact, incorruptible, frais et amer comme une pomme verte, dur et solide comme une roche. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi, l'enfant, quelqu'un qui le garde, qui le protège du tragique du monde. J'ai une sœur. Ce n'est pas une sœur de sang. On peut dire que c'est une sœur par l'air. L'air des hivers et l'air des étés, celui de la neige et celui de la pluie. Une sœur de temps. Elle est comme moi. Elle a 14 ans, mais c'est une enfant de 6 ans. Bérénice, désormais tu t'appelles Châteauguay. Viens être mon amie. Viens vivre avec moi. Nous nous cacherons.
Je ne permettrai à aucun adulte de porter son ombre sur ta joie d'enfant. Je protégerai pour toi ta joie d'enfant. Rien ni personne, aussi longtemps que je vivrai, ne pourra l'assombrir. Je m'armerai jusqu'aux dents pour sauver ta joie d'enfant. Je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour qu'aucune adulterie ne te touche. Viens ici, j'ai besoin de toi. Viens vite si tu ne veux pas que je meure. Viens vite. Ici, il y a tous les livres qu'on veut. Ma chère Châteauguay, je t'aime. Et nous partagerons le tabac et le papier. Et Châteauguay vint habiter avec Mille-Mille dans la petite chambre meublée. Un peu plus tard, Mille-Mille donne des cours de fumage à Châteauguay. Ils observent par la fenêtre cette ville, ces maisons, pour vivre. C'est insensé. Tous ces clous plantés avec ennui, toutes ces briques collées par des maçons qui s'ennuyaient, qui pensaient à autre chose, que le maître maçon s'amusait à humilier. La ville, c'est les hommes qui cherchent à s'enraciner pour toujours. L'homme dépérit, meurt, se couche dans son cercueil et se pulvérise. Ces racines de briques restent debout, restent là, à narguer sa tombe, immortelle. Châteauguay dit, « Tu as raison, je n'aime pas ça vivre, moi. » Qu'est-ce qui rend les mains tièdes? Mille-Mille, la vie. Voilà. Maintenant, je vous présente Sylvain Scott, qui va chanter 10 ans, qui faisait partie du collège à Caleron-Mer aussi. Le soir après l'école, on voyageait. On prenait le bateau, rue Saint-Laurent. Il n'avait pas de mât, pas de voile, on lui en donnait. Même des drapeaux, l'amour fournissait tout, tout. Puis au bout de la ligne 55, on s'en revenait. On ne voyait pas nos arrêts passer. On a eu des secrets, on s'est caché. Notre île s'appelait Chambre à louer. Il y avait des palmiers sur les murs, le sel sur ta peau. Même le soleil au milieu du lit, tout, tout. On avait tout le temps, le printemps qui recommençait. On ne voyait pas les journées passer. On revient du bureau, on est crevé. Plus le temps, plus la tête à voyager. On bataille, on chamaille, on travaille à gagner sa vie. Puis on s'aperçoit que l'on a perdu le coup. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait affalé devant la télé?
On n'a pas vu 7, 8, 9 ans passer. J'ai trouvé dans mes malles un vieux tricot qu'on portait tous les deux comme un drapeau. Je l'ai mis ce matin, j'ai eu chaud et comme le goût. Mais tout est fini et il faut rester debout. Des passants, des curieux sur le quai où la marée est brisée. Auriez-vous vu notre bateau passer? Merci Sylvain, qui a fait une mise en scène de l'Océantume, spectacle pour adolescents, un très beau spectacle. Elle fut une flamboyante Sophie dans AA, une excentrique Petit Pois dans l'hiver de force, la troublante Michel dans Les bons débarras, Marie Tifo. Bonjour. Bonsoir. Moi, j'ai pensé vous lire un texte de Monique Proulx, parce que quand j'ai lu ce texte-là, qui est paru dans la presse quelques jours après le décès de Régent, j'ai retrouvé dans ce texte-là tout ce que moi, j'avais ressenti à la lecture, d'abord d'un roman, un premier roman de Régent Ducharme que j'avais lu à 20 ans. Et puis après, dans les personnages que j'ai joués. À 30 ans, j'ai fait Les bons débarras. À 40 ans, j'ai fait AA. Et à 50 ans, j'ai fait L'hiver de force. Et à 60 ans, eh bien, il n'y a plus rien. Mais il y a vous. Il y a vous. Et je vais vous lire ce texte que je n'aurais su écrire. Et ça s'intitule « Qui est mort ?» Partout, en ce moment, circule une invraisemblable nouvelle. Régent Ducharme serait mort. La rumeur est saisissante et loufoque. Régent Ducharme, le personnage principal des livres de Régent Ducharme, serait mort sans l'assentiment de son auteur. Il suffit d'ouvrir immédiatement l'Océantume, L'hiver de force, ou n'importe quel livre signé Régent Ducharme pour constater par l'évidence que rien de cela si vif et crépitant n'est mourant, ni ne peut mourir. J'avais 15 ans quand j'ai rencontré Régent Ducharme. Francine, une vieille de 16 ans, toujours au courant des choses défendues et qui fréquentait la même horrible polyvalente que moi, me prêta un jour un petit livre blanc qui allait changer ma vie. Le petit livre blanc s'appelait « La vallée des avalés » et il n'avait pas le droit d'être dans les éditions pirates où il se trouvait. Comment dire l'éblouissement d'alors, sans avoir l'air têteuse, sans avoir l'air d'en mettre trop, quand j'ai avalé la vallée des avalés à cet âge épouvantable où la vie est si informe, j'ai rencontré les mots de ma révolte. J'ai rencontré une révolte bien plus flamboyante que la mienne, planant à hauteur de montgolfière et propulsant plus haut au lieu d'écraser. J'ai rencontré un magicien qui frayait avec les anges et les mauvais sentiments et qui maniait les obus comme si c'était des fleurs. Ou, le contraire, le meilleur moyen de n'avoir besoin de personne, c'est de rayer tout le monde de sa vie. L'adulte est mou, l'enfant est dur. Il faut éviter l'adulte comme on évite le sable mouvant. J'ai rencontré un écrivain, le premier, me parlant de moi. Ce qu'il me disait prenait la forme d'une injonction passionnée, s'adressant à celle que je ne savais pas encore que je serais. « Vas-y, écris,
dans mon cas, joue. Joue comme t'es, avec ta québécitude, ta folie, ta désespérance, ta jubilation, ta liberté. Vas-y! Il n'y a pas de mots pour remercier celui qui t'ouvre ainsi les portes de toi-même. Ceux-ci, imparfaits, font leur possible, mais pour le remercier vraiment, mieux vaut recommencer à ouvrir ses livres. Ouvrons donc un livre de Régent du Charme, n'importe lequel. Il se passe immédiatement quelque chose. Tout m'avale. Ce n'est pas tellement pour me vanter, mais ce n'est pas une vie. Ça déborde tout de suite. C'est tellement riche et débordant que les petites natures peuvent avoir mal au cœur. Ça déborde de mots. Ces mots-là refusent de jouer les faire valoir. Doués d'une existence autonome, ils nous font rire comme tout ce qui est profond. Ils galopent sous nos yeux, excessifs, intrépides. Parfois, comme dans Les Enfantômes, ils mélangent tout ce qui se trouve à leur portée et en font une purée délirante. « Rête-moi ça tout de suite! Tu vas avoir l'air complètement réticule si tes voisins ont des radars de conscience et qu'ils captent tes pensées, putain! » Et puis, ça déborde de personnages qui nous sautent à la gorge avec leur nom de bijoux rares. Constance, Chlore, Ina, Souvi, Asie, Azote, Faire, Bottom, Juba Kane, avec leur guerre perdue d'avance. Et puis, on suit les héros de Régent du Charme parce qu'il n'y a pas moyen de lâcher prise, parce qu'ils vont chercher en nous cette parcelle de pureté intransigeante qui flageole avec les ans. On les regarde, le cœur serré, se choisir un compagnon, une compagne d'utopie, et s'en aller deux par deux, tous les deux, tu seul, ensemble, pathétiquement dressés contre le monde entier, tentés de démonter la mécanique du temps qui passe. Et tout en nous déversant de la beauté à profusion, Régent du Charme, par son refus de paraître, nous assène en douceur cet enseignement involontaire. L'œuvre existe par elle-même, dépêtrée de celui qui l'a mise au monde. Parions que Régent du Charme a toujours su que l'auteur, bavardant sur les projecteurs, est retourné à sa petitesse personnelle, tandis que le diamant dont il a accouché, dans un moment de pure absence, continue de luire en dehors de lui. Bien sûr, alors, que Régent du Charme n'est plus dans ce corps mort inconnu qui l'aura dérobé à nos regards jusqu'à la fin. Néanmoins, en apprenant l'invraisemblable nouvelle, il y a eu un choc et j'ai maintenant le cœur gros et l'inexplicable envie de pleurer sur ce corps à jamais inconnu, par où filtrait si bien la magie. Rête-moi ça tout de suite! Monique Proulx. La comédienne Luce Guilbeault, non, c'est pas elle, Régent du Charme, à la fin de sa vie, malade, mais toujours éminemment créative, a choisi les mots de Ducharme pour créer. Elle voulait faire une adaptation pour le cinéma de La fille de Christophe Colomb. Luce Guilbeault m'a demandé de l'accompagner dans cette aventure. On a amorcé le travail à la campagne, dans un endroit bucolique merveilleux, mais la vie en a décidé autrement. Pour lui rendre hommage, Marquita Bois et moi, on a fait du désir de Luce une réalité. Et voici, par Marquita Bois, le début de La fille de Christophe Colomb. Je suis pas capable de baisser. Parfait, c'est bon. Merci.
Il pleut, il vente, il tonne, il éclaire. C'est laid. Comme sur toutes les îles du monde, de temps en temps, à Man, il fait mauvais. Dans l'eau qui baigne l'archipel, le poisson abonde. Christophe Colomb arriva ici en 1949. On croyait encore qu'il avait décelé du neuf, qu'il était le découvreur de l'Amérique du Nord. Depuis qu'il a été dégradé, Christophe vit seul, presque suicidé, au bord de l'eau, avec sa fille, dans une chaloupe. Colombe Colomb, fille de Christophe Colomb, ma chère, et gracile et belle comme un petit oiseau. D'ailleurs, née de l'œuf de son célèbre père, elle a failli devenir un de ces êtres que peut porter l'air. Du pipi de nuages plein ses grandes bottes noires, elle marche sur le fleuve. Voilà de quoi vous intriguer. Elle pêche au large à pied. On la voit s'asseoir sur les vagues quand elle est fatiguée. Le ciel l'arrose comme un fou et elle pêche. Sa méthode est simple et porte à rire. Elle a un arc et un carquois plein de flèches. Quand un poisson vient prendre l'air, elle tire. Colombe est maigre comme un cure-dent. Gouffre sans fond, Christophe s'envoie tous ses poissons. Colombe n'en veut pas à son père de ne rien lui laisser à manger. Fière de son père, elle dit qu'il a de l'appétit. Colombe est seule, mais elle ne se plaint pas. D'ailleurs, se lamenter, à quoi ça sert? Elle n'est pas dans de mauvais draps, avec oiseaux, poissons, insectes et mammifères. Elle ne va pas à l'école, elle a bien raison. Les exploits de Christophe Colomb, elle les connaît. Quant aux mathématiques, elle peut compter ses poissons, on en a toujours assez sous le bonnet. Colombe veut essayer de rejoindre le soleil et de l'attraper par la circonférence d'un bond avant qu'il soit trop haut au-dessus de l'horizon. Stoppons-le pour faire un jour sans fin. Dans leur grosse chaloupe sans fond, munie d'un toit, Christophe et Colombe s'aiment comme deux tourtereaux. La nuit, ils ronflent comme un putois. L'écoutant, elle croit qu'il ronfle comme un taureau. Sur l'île de Man, le bruit a couru qu'une poule Leghorn était sa maman. Cette poule avait un cœur en or. Vous savez, si vous n'êtes pas un ignorant, qu'un cœur en or vaut tout autant que son pesant d'or. Plusieurs se sont battus pour avoir cet organe. Tous sont morts. Une enquête a révélé que la poule Leghorn, au sein de son agonie, a rassemblé ses forces et est allée porter à Christophe son cœur presque fini. On peut donc affirmer que c'est elle qui a pondu l'œuf qui a défrayé les manchettes sous le nom d'œuf de Colomb et duquel est né Colombe. Les voleurs de Man se le disent. Le cœur de la poule, c'est Colomb qui l'a. Avidement et méchamment, ils dévalisent la drôle de petite maison du soi-disant découvreur. Dormant du sommeil des justes, Christophe et Colombe les laissent faire. Ils les laissent mettre en pièces leur tiroir vétuste. Ils les laissent mettre tout à l'envers. Christophe et Colombe sont de race des seigneurs. Ils ne sont pas de ceux dont le repos peut être troublé par de vulgaires malfaiteurs. Quand ils font dodo, font dodo. Colombe ne sait pas qu'il y a des poissons vénéneux. Elle croit que tous les poissons sont propres à la consommation. Ayant tué d'une de ses flèches en bois résineux un magnifique tricolome orangé à l'empoison, elle s'empresse d'enlever les arêtes, de le trancher en petites rondelles et de le faire cuire. « La soupe est prête !» s'écrie-t-elle, heureuse comme une demoiselle âgée et vicieuse venant de trouver un mari. « Père, je t'ai servi une nouvelle sorte de poisson. Mets-toi à table, goûte vite, découvreur chéri. Dis-moi vite que tu trouves ça bon. » Christophe trouve ça tellement savoureux qu'il refuse, de peur de rester sur son appétit, d'exaucer la prière de Colombe qui en veut pour goûter un morceau, un tout petit. C'est délicieux, c'est excellent. Ma fille, ton père, en 300 ans, ne s'est jamais senti aussi gâté. Tout à coup, Colombe voit le visage barbu de son père transpercé de douleur et agonisant. Il boit son dernier Saint-Zano. Son père gît sur le lit
Papa est mort. Papa est mort? Ah, vraiment, elle n'a pas de chance. J'invite Marcia Quell. Bon, là, je vous invite à regarder ce que Régent a envoyé un jour en guise de carte de Noël. Ce qui importe, c'est ce qu'il a écrit en bas. Not here for a long time, here for a good time. Régent a écrit ces mots à la blague. Mais le fait est que, à travers les hauts et les bas de sa vie de créateur, à travers les romans, les pièces, les chansons, les films et les œuvres d'art que nous célébrons aujourd'hui, Régent a mené une vie d'homme. Il a mené la vie d'un homme doté d'un délicieux sens de l'humour et bien décidé à passer du bon temps comme lui l'entendait. Et si je prends la parole ici, c'est pour vous dire deux mots sur la femme remarquable avec qui il a partagé un demi-siècle de good time. Cette femme, c'était Claire Richard. Pour le public, Claire était comédienne, elle était scénariste et elle était surtout la porte-parole de Régent. Pour ceux qui ont eu le privilège de la connaître dans l'intimité, c'était une amie absolument unique, une personne exubérante, toujours émerveillée et généreuse de cœur et d'esprit. Moi, j'ai fait la connaissance de Claire il y a 40 ans lors de l'aventure des bons débarras. C'est ce film, écrit par Régent et réalisé par Francis Mankiewicz, dont je salue affectueusement la mémoire. C'est ce film qui m'a amené à devenir témoin d'une amitié, d'une relation de couple inébranlable, intense, une vraie amitié. Une amitié fondée sur la loyauté et la solidarité et sur la curiosité et la compassion envers autrui. Car malgré son image mythique d'homme invisible, Régent Ducharme vivait bien parmi nous. Vous l'avez sans doute croisé un jour, alors qu'il arpentait les rues et qu'il repérait des objets pour ses sculptures collages, que ce magicien des mots, ce joueur de mots imbattable, appelait trop fou et qui signait Rock Plante. Et Claire aussi, elle aimait faire des marches, mais là où elle se perdait dans des conversations animées avec tous et chacun, Régent observait, il captait, il absorbait. L'empathie dont débordaient ces deux amis brille dans le mot de remerciement qu'a écrit Régent et que Claire a lu lors de la remise du prix Gilles Corbet en 1990. En évoquant tous ceux à qui il devait cet honneur, Régent a parlé d'eux, ces espèces d'anges qui sourient dans la rue, à l'antipathique inconnu que l'on est tous quelquefois, et qui parlent pareil aux fous, parce qu'ils sont sûrs que les mots sont porteurs de chaleur. Claire nous a quittés l'an dernier, et pour Régent, chaque jour depuis était une journée sans celle qui lui apportait la joie et la lumière quotidienne. Claire aux yeux bleus pétillants, au grand sourire, au rire ravi. Claire qui mordait dans la vie à pleines dents et qui partageait le bonheur avec Régent. Chère Claire, cher Régent, où que vous soyez, je vous salue.
et je vous sais ensemble having a good time for a very long, long time. Oui, je vais monter un peu. Oh, Anne-Marie Cadieux, donc un extrait de L'hiver de force, l'Aïnou. Moi, je vous aime d'amour, puis vous autres, vous le gardez pour les beaux yeux d'une grosse séparatiste. C'est tellement affairé, ça n'a pas assez de place dans la tête pour se rappeler de quoi vous avez l'air. Ça suffit, allez-vous-en. La statue de votre sainte Laïnou s'est brisée. Ne venez plus prier à mes pieds, ils sentent mauvais. Allez voir ailleurs si j'y suis. Fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Je vais aller boire au Café 79 et danser devant le jukebox aérodynamique truffé d'ampoules roses et bleues. La bière est bonne, la musique joue fort. Je veux avoir du fun. Communiste, fasciste, nudiste, maudit paradis rempli d'intellectuels engagés, de lécheurs d'intellectuels engagés, de Chinois tout habillés pareil, de forcenés de la pollution. Je crève d'ennui sans mon bel ami. Bande de jésuites gras, sous vos airs de casseurs et de défonceurs, vous me faites marrer. Curé! 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 Vos sermons d'abstinence me donnent envie de mordre dans la chair de mes pareils. Vos seins me dégoûtent et me donnent envie de faire du mal. Je veux être damné par tous les pontifiants de votre espèce. C'est un tyran éclairé que ça prendrait pour libérer votre Québec de peureux, baveux, bavasseux. Je vais me bourrer d'aspirine, de Valium et de mensonges pour oublier vos faces de mal-aimés, malheureux et niaiseux. Jouissif. Merci Anne-Marie dans cette magnifique Laïnou. Quand j'ai eu cette chance inouïe de mettre en scène AA, merci Olivier Reichenbach, c'est toi qui m'as offert cette première mise en scène au TNM, avec la belle Marie Tifo, incroyable, Robert Lalonde, Gaston Lepage, Julie Vincent. On avait encore des nouvelles de Régent Ducharme. Il y avait des mots de première sur nos tables de maquillage. Et comme il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas tout à fait dans AA, je lui ai écrit pour lui demander de m'expliquer quelques passages. Et j'ai eu une réponse de Régent Ducharme qui disait « Il faut accepter de dompter les monstres ». Alors, avec Régent Ducharme, j'ai appris à dompter des monstres avec des acteurs, avec des concepteurs. Daniel Lévesque qui a fait tous les décors des Ducharme que j'ai montés. Et en hommage à Claire également, parce qu'après, la porte s'est fermée pour les bonnes raisons. Et c'est Claire qui nous ouvrait les portes, qui est devenue ce trait d'union entre Régent Ducharme, son œuvre, et nous, comédiens, acteurs, athlètes du cœur. Et c'est pour cette raison qu'après, j'ai voulu monter Inespéré, Inattendu, mais aussi adapter L'hiver de force, qui était un tour de force. Parce que réduire la faune bigarrée de Montréal la nuit en 2 actes, 3 actes, suivant les pistes du frère Marie-Victorin avec sa Flore laurentienne, ça a été un défi, mais un défi formidable. Ça nous a ouvert les portes d'un théâtre qui s'appelle l'Odéon. On a fait découvrir cette pièce aux Français, pas loin de la Comédie Française, où Petit Pois dit, Catherine dit, la toune rêvait sans doute de jouer un jour. Et André et Nicole Ferron, j'ai choisi cet extrait parce que, selon moi, André, c'est Régent, Nicole, la petite colline, c'est clair. Ils étaient dans leur coffre-fort amoureux sur la rue Esplanade. J'ai fait mon pèlerinage. Je suis allée espionner, regarder, observer tous les endroits qu'ils ont fréquentés.
Et c'était des êtres de nuit, d'hiver de force. André et Nicole sont amoureux fous de Petit Pois Latoune. André. Seuls les poumons d'un train ou d'un bateau auraient pu lancer le cri des joies qu'avait soulevé dans mon ventre, les éclats de sa petite voix fatiguée et les halètements doux de ses blancs de paroles. Elle nous a peuplés, nous augmentant sans cesse, sans mesure, nous gonflant d'assez d'amour pour que la maison chavire, la montagne nage, qu'on renfloue toute la ville de Montréal. On est descendu du ciel, on s'est laissé vibrer, dur et clair, pris d'une sorte de sommeil violent, tout à la plénitude, paralysie, tension de tous nos membres, nerfs, cerveaux. Ne soyons plus inquiets du reste de nos jours. Jetons-les, que les pauvres les ramassent. Brûlons-les, nos cœurs sont assez chauds. Dépassons-les, nos cœurs courent assez vite. Laissons-nous glisser, la pente est assez longue. Nicole se réveille, la lumière explose dans l'appartement. Wesh! Le soleil coule à flot de chaque côté du rideau. On patauge déjà dans sa boue blanche. Ça me décourage, ça me déprime, ça me terrifie catégoriquement. Si on faisait nous-mêmes les jours, on les ferait noirs d'un bout à l'autre, tous en chemise de nuit, sous un parapluie. André, moi je me lève plus, c'est fini. C'est toujours à recommencer. Phoque qui mange d'amarde. Nicole qui mange d'amarde. André, à quoi t'as rêvé? Nicole, oh, pas grand-chose. J'ai rêvé à la toune. Elle se mariait toute nue à l'Oratoire Saint-Joseph avec tout le monde qui passe à la TV. Ils étaient tous gentils. On avait honte d'avoir dit du mal d'eux. Elle s'est fâchée noire quand elle nous a vus. Elle a pris des grands airs et elle a crié « Man, qui va me débarrasser de ces deux petits têteux d'hypocrites? » Nicole, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Premier qui se lève, André. Je propose qu'on prenne un coup. Nicole. Ouais, on a juste 25 cents. On n'ira pas loin avec notre maigre pitance. Penses-tu que le café 79 va encore nous faire crédit? André, catégorique. Ça mérite une vraie sortie. Fuck le soleil. Fuck les derniers restes de l'hiver qui achèvent de fondre sur le béton de nos tiroirs, de nos trottoirs comme des vieux os sales. Les gens qui aiment le printemps me puent au nez. C'est des sadomasochistes. Nicole, bouche-toi le nez avant de plonger dans la piscine de soleil qui s'ouvre sous nos yeux chers. Pas question de s'arrêter, même si la lumière est rouge. C'est le sprint où s'écorche le vampire quand il est allé chasser trop loin pour rentrer avant l'aube dans son sépulcre. Vite! Je m'ennuie du noir foncé du café 79 et de la lampe de poche rouge sang de Terry qu'elle doit allumer pour compter la monnaie qu'on lui donne jamais. Lavons-nous d'elle. Débarrassons nos corps d'elle. On va se sentir mieux quand on ne se sentira plus son odeur sous nos aisselles. André, frotte-moi fort, que ça parte par lambeaux comme une mue. La peau de mon dos dort. Frotte, frotte-la-moi bien fort. Donne-moi ton sein, Agnus Dei, pour planter mes poignards. Nicole, pour éclater mes obus. André, pour que ma bouche pourrie morde et loge son venin. Nicole, pour emmitoufler mon cri, l'endormir, le faire rêver, manger mon nez, manger mes pieds, vorace-moi toute. André, que tes dents crèvent les ampoules qui soulèvent ma peau, que tu lèches les gousses éclatées de tout ce mal. L'extrémité des caresses, c'est la mort. Nicole, André, paralysé. Arrêtons-nous en pleine rage, au cœur du geste. Mourir. Faut pas être bien intelligent pour faire ça. Mourir, c'est sans conséquence. André, mourir, ça veut rien dire. AA est considéré comme étant le diamant noir de la dramaturgie québécoise. Pour moi, c'est vraiment excitant parce que j'ai vu la production fantastique de Lorraine, la production de Dominique Champagne, mais je n'ai pas vu celle de Jean-Pierre Onfart avec Sophie Clément dans le rôle de Sophie. Alors, Sophie Clément va nous lire Sophie. Monique Spaziani, qui a interprété Viviane dans Les Beaux Souvenirs, va lire Mimi. Je vous invite à venir me rejoindre. Et je vous donne un peu le contexte. Donc, le décor, un grand appartement meublé. Juste à
la hauteur. Donc, grand appartement meublé comme chez le père du meuble, une moquette violette, bien épaisse, bien chère, un luminaire géant, genre Tiffany, comme chez Boiteau. Personnage, Sophie, passionnée, compliquée, beaucoup de liberté et de couleur dans l'habillement, mais pas de goût. Mince, longue, rousse, la trentaine. Mimi, femme de Bernard, qui est un alcoolique, très jeune par rapport aux autres, pas mal à l'antithèse de Sophie, en ce qu'elle a de rond, de passif, de coupable, de réservé dans ses vêtements. C'est la sensibilité malade, corps et âme. Elle porte volontiers un chapeau et des gants. Donc, c'est la scène 6 de la première partie. Mimi est Curious Yellow, et Mimi est dans une forme resplendissante. Oui, Sophie est dans une forme resplendissante. Non, tu as bien raison de me rectifier. Et Mimi et Sophie, j'ai de la misère à lire, je m'excuse. Là. Mimi et Sophie devisent gaiement en montant l'escalier. Pas vrai? Il me demande 50 piastres. Il dit que c'est un tarif préférentiel. Il dit que les maladroites et les mal à gauche, comme lui, sont hors de prix depuis que les technocrates et les gymnastes ont envahi le marché. Tu me fais assez rire. Demande-lui, il n'est pas gêné, il va te le dire. Puis, je suis pas sa seule clientèle. Il y a tout ce qu'il y a de trousse dans les 4 étages du bloc. Il dit, je ne fais pas le trottoir, je fais le couloir. Avec la moitié de toutes tes payes depuis 3 ans, avec les petits services qui rendent d'un bord puis de l'autre, il doit en avoir de collés. Je vais te dire une affaire, il y a le moton. Le moton. Tu me fais rire. Vrai comme des là, il ramasse tout. Il va jusqu'à vider les poches de Bernard quand il est sous. Je l'ai vu faire, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, je m'équipe pour faire à Lucie une grosse surprise party. Tu regarderas en dessous de son coussin dans son fauteuil, si tu as le cœur solide, parce qu'il y en a épais. Agnerque. Et moi, c'est pas ce qu'il m'a dit de Lucie. Il m'a dit que c'est un pichou. J'élève un chien, il m'a dit. J'élève un chien de ma chienne pour lui faire mordre le trou qu'elle a dans la bouche. Il me fait assez rire. C'est rien, ça. Attends qu'il te parle de ces 2 filles, qui te montrent leurs photos collées avec du scotch tape sur son cœur. Attends qu'il te fasse prendre sur tes genoux pour que tu les berces. Il les voit première ministre. Il leur écrit des discours. Il les enregistre. Une bonne fois, je t'en ferai écouter, c'est puissant. Je suis au courant. Moque-toi pas de ça. Ah, t'es au courant. Sophie, c'est pas vrai, hein, que tu fais l'amour en payant? Ben, ça dépend. Avec qui? Ça dépend de leur vice. Comment tu le fais, toi? En chillant puis en lirant? Moi, je suis drôlement faite. Quand quelqu'un me touche, ça me fait mal. Si c'est quelqu'un de pas méchant, je fais semblant pour pas lui faire de peine. Oh, je suis assez gênée. Là. J'ai jamais dit ça à personne. Quand il te touche où? Quand il te touche là? Ben, pas plus à une place qu'à d'autres. Je veux dire, partout. Même une coiffeuse. Je veux dire, même que quelqu'un me touche aux cheveux. J'ai été une fois dans un salon de beauté, ça m'a fait assez mal, je suis jamais retournée. Même une poignée de main. Je me force pour pas que ça paraisse, là. J'ai assez honte. T'as tort. Tu trouves? Fais-toi pas soigner. Pas ordinaire. J'aime ça. C'est le fun. On sait bien, t'aimes tout, toi. Oui! Sophie et Mimi entrent chacune avec un sac de provisions qu'elles déposeront sur le comptoir de la cuisine. Pourquoi tu y parles pas franchement, Roger? Là? Pourquoi tu lui dis pas je vais pas te faire de peine, mais je suis tannée de toi? Il m'agraferait par le chignon, il me répondrait alors, moi, Paparac, que tu ne m'aimes plus? Alors, maudit chien, de tout ce que je t'ai appris, c'est tout ce que tu retiens?
C'est moi que ça me ferait de la peine. Tu me fais assez rire, hein? Et puis commence à arranger les provisions. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas ri, hein? Aide-moi, comment, décarcasse-toi. Qu'est-ce que tu dis? Décarcasse-toi. C'est une expression de Roger. Ah, tu viens tout excité quand il s'agit de Roger, hein? Qu'est-ce que ça te donne de venir tout excité si personne ne peut te toucher? T'arrêtes pas, hein? J'ai pas aussitôt fini de m'arracher le cœur pour te dire des secrets que tu me l'arraches encore, la bouche fendue jusqu'aux oreilles. Tu ris de tout. Toi non plus, t'arrêtes pas. On peut pas sortir de la niaiserie. Pas moyen de rire de rien de sérieux. OK, ça a bien été, là, tout l'après-midi. On a fait nos commissions, on s'est compté des peurs, on a fait les folles, on s'est sentis proches. Puis tout d'un coup, je me choque puis je boude. Ah, t'as raison, faudrait que je me corrige de ça. T'as raison, t'es trop suspecte. Mais qu'est-ce que t'as à rire encore? Suspect! Hey, j'ai pas entendu ce mot-là depuis que je suis partie de chez nous. On avait un moulin assis à Sainte-Marie-Salomé. Imagine-toi! Crime que t'es sensible. Nous autres, on pleure quand on est ému. Toi, tu ricanes comme si on te chatouillait en dessous des bras. Ah! Sensible comme ça, c'est plus sensible, c'est... je dirais pas innocente. Ça pourrait te faire de la peine. J'arrive pas à te suivre. Hein. T'es trop... fité. Connais-tu ça, ce mot-là? As-tu bu? As-tu fumé? Retombes-tu en enfance? T'es donc bien énervé aujourd'hui. Je voulais pas te le dire parce que... pour pas te... Mais Bernard est allé chez le notaire. Il se passe des choses graves. On va perdre notre maison. Celle-ci ou celle à Sainte-Dorothée? On pourrait sortir un peu du trou en vendant le char. C'est moi qui veux pas. Dans une maison, on reste, tout peut entrer, puis nous faire mal, mais on est obligé de le prendre. Mais dans un bon char, il n'y a rien qui peut nous rejoindre. Aussitôt qu'on roule, on va plus vite que les cris dans le téléphone, les nouvelles à la télévision, même les machines qui calculent les intérêts sur nos hypothèques. Pauvre petit, sacrifiez votre garage ou votre bloc. Les parts qui nous restent dans le bloc, c'est notre manger bien juste. Le garage, la famille Panton l'a mis en trosse. T'as beau me croire, mais dans une semaine, on n'aura même pas de place pour dormir. 20 logements tous pris ensemble. C'est tout loué, le monde a payé, mais les dons dehors, toi, c'était si fine. Ben, comme je paie pas, moi, il faudrait que je me mette dehors la première, puis que je me trouve trop gentille pour me faire ça. On pourrait peut-être s'arranger autrement. Hein? Il y a 2 chambres ici, 2 lits doubles. On n'aurait même pas besoin de se tasser. Puis même si on se tassait un peu, entre pauvres misérables, j'ai tout indiqué. C'est tellement touchant. Vous n'avez rien qu'à déménager avec nous autres? Oh, t'es tellement fine. Puis, tu sais, je me débrouille, hein? Je fais la grosse passe sur la coke. On n'aura pas de misère. La cocaïne. Tu vends de la cocaïne? Ouais, du stock bien propre. Pas de chimie croche. Garantie pas de down. M'en veux-tu? Non. Non? Je comprends. Ça a tellement plus d'allure, garder sa tête sur ses épaules. Endurer en attendant que l'énervement passe, puis s'énerver en attendant que l'énervement revienne. Tu t'en vas pas? J'ai peur d'être mal stationné puis d'attraper un ticket. T'es bonne jusqu'à 6 heures de ce côté-ci de la rue, je te l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas moyen, hein? Tu peux pas te fier. Elle la prend par les mains et la ramène au milieu de la place. Viens, je vais te montrer un jeu. Ça va t'intéresser. C'est un jeu inventé par Roger. Viens, viens. Bon. Touche-moi 5 fois. Où? Touche-moi 5 fois. Avec mes mains? Avec ce que t'as, comme que t'es, avec tes pieds, si tu veux, avec une aiguille à coudre, avec ton bumper. Mais là, je triche. Pas supposé de dire ça. Ça me fait rien de te toucher, mais ça me tente pas. Il n'est pas question que ça te tente, mais que tu participes. Joue! Qu'est-ce que t'as fait, toi, quand il t'a fait jouer, Roger? Ah, t'as pas d'idée, hein? Tu veux juste savoir comment les autres ont joué puis copié? Tu veux pas te tromper, hein? Ben, c'est bien de valeur, mais t'as fini de jouer avec moi. On pleure pas. Tu me déçois pas, c'est ce que j'ai toujours pensé de toi. Je vais essayer encore. Ah, ça vaut pas la peine, je te dis. Ça prend du laisser aller, puis t'as même pas d'aller. Bon.
C'est encore de ma faute. Alors, recommence pas à faire ton aurore. Est faite, mon aurore. Je te l'ai dit dans l'escalier. Quelle chérie! Quel verdier! Fumier, shit! Qu'est-ce que c'est ça encore? C'est le bout de la merde ou quoi? Oh, attends. Va t'imiter ton mari. Sois belle et couche-toi. Et puis je t'avertis, c'est mieux de ne pas aimer les gros scores, parce que j'ai des petites nouvelles pour toi. J'ai été échangé aux Expo. C'est rien sur ma petite fille, attends que je m'imite moi-même. Arrête! Whisper! Il sort. Occupe-toi pas de lui. Tu l'as vu, là? Si t'as une faiblesse, il fesse dedans. Si t'as un œil sur lui, il t'attend sur le coin pour te le crever. Non, mais lâche-moi. Lâche-moi! Je viens de te le dire, je suis pas capable d'endurer ça. C'est pas Roger qui fait exprès, c'est toi. Mais c'est pas Roger qui a passé l'après-midi à me faire des accroires pourris pour me mélanger. C'est pas Roger. C'est toi qui veux profiter de que j'ai pas le cœur solide pour me le faire lever. Le cœur, c'est rien, ma petite fille. C'est les reins qui comptent. Les reins. Le cœur, ça lève jamais assez pour la peine. Puis qu'est-ce que c'est ça, cette histoire que j'ai un œil sur Roger? T'as pas un œil sur Roger, toi. Mon œil. Sophie se met en position de pitcher un article de ses provisions. Mets-toi à l'autre bout du salon, je vais te pitcher puis tu vas catcher. Allez, comme dirait Roger, on va faire les clones, on va se bidonner. Ça fait exprès, hein? Brise notre amitié, ris-la aux éclats. Je te désappointe, hein? N'aie pas peur, dis-le que je te désappointe. Ça me fait rien, moi, je suis correcte. Personne ne peut me désappointer. J'attends rien de personne. Ouais, continue, t'es bien parti. Ris. Ris de l'amour, ris de l'amitié, ris de la nourriture. T'as raison, ma chatte, t'as raison. On est deux grandes amies, deux grandes amours, deux riches nourritures. Puis on se détruit, puis ça n'a pas d'allure. Regarde-toi encore. Ne me touche pas. Je suis pas piquante, puis je vais pas te piquer. Je suis pépée, puis je vais te péper. Ton pep, c'est comme de la rage. Faut pas que tu penses que je t'aime beaucoup pour que tu penses que je peux te mordre. Hein? Hey, t'es pas dans ton état normal. Veux-tu que je te récite un poème pour te prouver que je t'aime? Attends! Mimi sort, les lumières s'éteignent. Et les arbres surpris de ne pas voir la nuit demeurent éveillés dans le noir blanc et songent. Attends! Mais étrangère au monde et souhaitant le froid de vos affreux tombeaux, trop bas et trop étroits. Et puis, je vais vous lire un petit mot souvenir de Kim Yaroshevskaya, qui me fait parvenir ça hier et qui m'a donné la permission de vous le lire. Ça s'appelle « Un souvenir ». Un après-midi, rue Notre-Dame. Régent, de l'autre côté de la rue. C'est lui. S'il me voit, va-t-il me faire signe? Je voudrais tellement. Oui, il me voit. Il me sourit. Il traverse la rue, se dirigeant vers moi. Est-ce vrai? Depuis déjà plusieurs années, on ne se voit plus. Il ne voit plus personne de ses amis. Il dit « Où vas-tu » de son sourire enjoué, et du coup, des années de silence sont effacées. Je dis « Je vais acheter des fleurs pour mes étudiants au Conservatoire d'art dramatique pour la première de Les Trois Sœurs de Tchekhov. » Il dit « Je peux aller avec toi? » On y va. Chez le fleuriste, Régent me regarde choisir des fleurs en consultant ma liste et, amusé, il dit « Je suppose que les belles grandes fleurs sont pour ceux qui ont des beaux grands rôles et les autres fleurs sont pour les autres. Donne des belles grandes fleurs aux petits rôles. Un grand rôle, c'est déjà un cadeau. Et puis, ils recevront un tas de compliments. Plus qu'il en faut. » Kim.
J'invite maintenant Pierre Curzi. C'est le mot de remerciement que Régent avait fait lire lorsqu'il a reçu le prix Gilles Corbeil en 1990. Ça a été le premier lauréat. Monsieur Gaston Miron, président de la Fondation Émile Nelligan, et messieurs les administrateurs de la Fondation, Pierre Vadeboncoeur et Jean-Paul Lallier, messieurs les jurés, mesdames et messieurs de la famille de Gilles Corbeil, mesdames et messieurs. À cette heure que je suis devenu riche, et avant que ça ne me monte à la tête, il convient que je fasse mes comptes, que je reconnaisse mes dettes. Je pense à ma mère, qui m'a appris, sans faillir à l'amour, les dures leçons de la liberté, et qui m'apprend encore, rien qu'en me parlant comme elle me parle, qu'il faut être bien armé de mots pour se défendre, sinon conquérir. Je pense à Nelligan, aux frères, à l'idole, aux ailes que ça donne de regarder plus haut, trop haut. Je pense à ceux qui ont été mes maîtres en aimant d'amour les livres avec moi, des gars de Berthier et de Joliette, que j'ai un peu perdu de vue, mais dont les voix resteront mêlées à la mienne. Je pense à ceux qui m'ont soutenu quand je ne marchais pas droit, mes plus prochaines et mes plus prochains, je veux dire les plus doués du don de faire grandir et dont les quelques petits noms remplissent ces pages que je connais mieux par cœur, mais aussi tous ceux dont ils prennent le visage, comme ces espèces d'anges qui sourient dans la rue à l'antipathique inconnu que l'on est tous quelquefois, ou qui parlent pareil aux fous parce qu'ils sont sûrs que les mots sont porteurs de chaleur. Comme les lecteurs, lectrices, acteurs, actrices, chanteuses, chanteurs, qui prennent, avec tous les risques de la réalité, la parole des rêveurs. Pendant qu'on se reconnaît encore, comme on dit quand une fête va commencer, et en souhaitant que la fête finisse par commencer, pour tous les gagneurs qui croient et vous font croire, par leur talent, leur travail, un courage politique, un héritage inspiré, à des choses comme littérature, une culture, au plaisir et aux forces qu'elle donne, je vous remercie et je vous salue. Notre hommage tire à sa fin. Le plus bel hommage qu'on pourrait rendre à Régent Ducharme est de le lire. On a une table ici avec ses écrits et aussi le lactume, les dessins si beaux de ces années 66. Vers la fin de Gros mots, il y a ce court passage que je trouve vraiment magnifique. Tout à l'heure, au bout de la pointe, au large, un clair de brume inquiétant réverbérait en tous sens, à l'infini, la blancheur de la neige. On pouvait disparaître, et je suis de bon gré disparu. Un long moment, tout s'aveuglant en un néant total, comme dans la plus grande épaisseur des ténèbres. On va se quitter avec une chanson de Ducharme Charlebois, « Fais-toi-en pas », chantée par la merveilleuse Louise Forestier. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et Louise. Prendre un café et bourrifer dans un matin de souterrain, ne rien vouloir et tout offrir. Fais-toi-en pas, tout le monde fait ça. Regardez un peu à côté. Dans le miroir pour ne pas se voir, ne pas aimer ce qu'on a l'air, se faire la barbe, à quoi ça sert?
Fais-toi-en pas. Tout le monde fait ça. Ouvrir la porte et puis sortir. Puis avoir envie de revenir. De se coucher, puis de dormir. Parce qu'il fait trop beau soleil. Ne plus savoir pour où partir. Fais-toi-en pas. Tout le monde fait ça. Marcher tout seul sur le trottoir, rencontrer des gens solitaires, aimer mieux regarder par terre des sacs de chips écrapoutis, des paquets vides de cigarettes, se parler tout seul, se dire hostie, se dire il est temps que ça arrête. Fais-toi-en pas, tout le monde fait ça. Prendre le métro, descendre à pile, parce qu'il faut débarquer quelque part. Entrer partout pour ressortir, parce que partout c'est plate à mort. Prendre un café à pharmacie, au coin de Sainte-Catherine et Guy. Laisser un type et dire merci. Fais-toi-en pas, tout le monde fait ça. Avoir voulu changer de vie et s'endormir avec l'ennui. Après avoir perdu son temps, personne a pu faire autrement. La 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 la. La 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 la. Mais c'est pas si important que ça. Fais-toi-en pas. Tout le monde fait ça. Merci. Un dernier mot pour vous dire un immense merci d'avoir été présent, présente. Je crois que la plus belle chose qui nous reste à faire, c'est de lire Ducharme, de monter les pièces de Ducharme, d'aller voir les pièces de Ducharme, de se réjouir quand on entend quelqu'un chanter Ducharme. Bref, perpétuer la mémoire de Ducharme et de Claire Richard. Encore une fois, mes condoléances à toute la famille. Merci, Martin Fauché, pour ta magnifique animation.